Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui nous allons parler d'inceste. Nous allons parler de pédocriminalité en Corse car j'ai suivi les caravanes de Move Enfants à l'initiative d'Arnaud Gallet qui se présentera juste après. Ces caravanes ont eu lieu du 15 au 18 janvier en commençant par Bastia et finissant par Ajaccio et en passant par Corte et Porto Vecchio. J'ai réalisé des micro-trottoirs tout au long de cette semaine et réalisé des interviews avec divers professionnels, Arnaud Gallet, Sandrine Delattre, Paul Maerten, qui va nous présenter les caravanes. Nous l'écoutons. Attention, certains propos peuvent choquer, sont violents. Si vous êtes témoin ou victime, demandez de l'aide. Donc les caravanes Move Enfants d'Arnaud Gallet ont pour vocation de faire rencontrer les professionnels de santé, les professionnels de la justice et aussi la société civile dans laquelle on peut bien évidemment inclure et bien heureusement les personnes victimes. Et le but de ces caravanes est de confronter à la fois l'expertise de la personne victime et les outils et les aménagements prévus par les professionnels de santé et de la justice. Alors je suis donc Paul Maerten, coordinatrice de Corse Stratégie Santé Sexuelle et nous avons souhaité coordonner cet événement sur différentes communes de Corse pour justement permettre de faire remonter les besoins et les recommandations des victimes, de la société civile et aussi des professionnels de la santé et de la justice pour faire remonter en fait cet état des lieux des besoins et des recommandations pour qu'on se pose les bonnes questions. Et aussi, en vérité, améliorer le parcours de santé et le parcours judiciaire des personnes victimes, mineures, et aussi d'arrimer, puisque c'est une question qui se pose, d'arrimer santé et justice. Merci Paul pour cette introduction. Avant de définir l'inceste, je vais laisser Arnaud Gallet se présenter et présenter Move Enfants. Ouais, donc je m'appelle Arnaud Gallet, j'ai été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants et je suis également cofondateur de Move Enfants. Move Enfants, c'est quoi ? C'est un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance et leurs alliés, qui sont présents en France partout, y compris en Corse, c'est important de le dire. Et donc voilà. Et on a décidé surtout de se dire que les solutions on les connaît et maintenant faut passer à l'action. Ouais, c'est une façon de montrer l'exemple et puis même pour définir Move Enfant, je dirais qu'on est un peu le Greenpeace de la protection de l'enfance et on se dit qu'au bout d'un moment, ça fait X temps qu'il y a des personnes qui parlent. Maintenant, arrêtons de parler de la parole libérée et agissons de bonne fois pour toutes, protégeons les enfants. Quelles peuvent être les violences faites aux enfants ? Les violences faites aux enfants, malheureusement, elles sont multiples. Déjà, elles peuvent passer par l'éducation, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'une éducation non violente et bien en référence souvent aux violences éducatives ordinaires, en se disant que il y a déjà un rapport asymétrique entre un enfant et un adulte, donc ça signifie que très facilement, si on n'est pas vigilant à nous, adultes, la manière dont on parle aux enfants, c'est quelque chose qui peut les brusquer. Et puis, c'est le terreau fertile aussi d'une éducation violente, avec des violences physiques, etc. C'est-à-dire qu'on banalise aussi, par exemple, la fessée, on banalise toutes les formes de violences physiques, les violences psychologiques, et on banalise, même dans ce pays, c'est important de le dire, les violences sexuelles faites aux enfants. Et pour moi, qui ai été victime quand j'étais enfant, puisque j'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans par un grand-oncle qui était prêtre missionnaire et à 12 ans par 2 cousins, de me rendre compte de cette banalisation, ça me révolte. Présentation de cette dernière interviewée, Sandrine Delattre de la Maison de protection des familles de Haute-Corse avant de définir l'inceste. Bonjour, donc je suis l'adjudante-chef Sandrine Delattre de la Maison de protection des familles de la Haute-Corse. Donc j'ai 52 ans, ça va faire 27 ans que je suis en gendarmerie. Les maisons de protection des familles sont des nouveaux dispositifs gendarmerie qui ont été mis en place suite au Grenelle des violences intrafamiliales en 2019. Donc ces maisons, il y en a une par département. Et nous sommes une des dernières à avoir été mises en place puisqu'on existe vraiment depuis le 1er janvier 2023.
Donc la maison de protection des familles a 2 grandes missions. Donc la première, c'est de pouvoir recueillir la parole des victimes de violences intrafamiliales dans les meilleures conditions pour elles. Quand on parle de violences intrafamiliales, on parle de violences de couple, et on parle également de violences envers les enfants, envers les grands-parents, envers tout ce qui touche à la famille, mais également toutes les violences physiques ou psychologiques qui peuvent porter atteinte à des personnes particulièrement vulnérables, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes âgées, etc. Donc on peut sortir dans ce cadre-là des violences intrafamiliales. Quand vous êtes victime, par exemple, du vol de votre voiture, ça paraît assez simple d'aller dans une gendarmerie et puis ça va prendre un quart d'heure, une demi-heure. Bon, vous aurez un petit traumatisme parce que c'est pas drôle quand on se fait voler son véhicule, surtout si on en a besoin, et ça se passera bien. Voilà, pour vous, c'est naturel de faire la démarche, d'aller porter plainte et puis votre assurance a besoin de ce dépôt de plainte. Quand on est victime de violences au sein d'une famille, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que souvent, la démarche d'aller vers la gendarmerie peut faire peur. Il faut déjà se reconnaître comme victime. Et quand on se reconnaît comme victime, on n'a même pas conscience de tout ce qu'on a pu subir, tant les violences intrafamiliales sont nombreuses et vicieuses finalement, je dirais, parce qu'il faut vraiment des années de travail sur soi-même pour avoir conscience de tout ce qu'on a pu subir. Donc l'important, c'est de se faire aider. Et quand on veut venir vers la gendarmerie, c'est pas toujours évident. Donc d'où la création des maisons de protection des familles pour vraiment accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Si vous portez plainte pour le vol de votre véhicule, allez, ça va durer un quart d'heure, une demi-heure. Maintenant, si vous devez raconter tout ce que vous vivez au quotidien, ça prend plusieurs heures. Et pour ça, il faut vraiment être dans les meilleures conditions, aussi bien pour la victime que pour les gendarmes, c'est-à-dire être dans un lieu où on ne sera pas dérangé, où on se sentira en confiance, et également avoir du temps. Le temps, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il faut éviter de venir à 11h si à midi je dois aller chercher mes enfants. Le gendarme ne peut pas tout retranscrire en une heure. Donc les maisons de protection des familles, justement, sont là pour les victimes, pour qui ça serait compliqué de faire le pas jusque dans une brigade de gendarmerie. On se déplace partout sur toute la Haute-Corse, en civil ou en uniforme. Quand je dis partout, ça peut être également dans une voiture. Si la victime est toute seule qu'au moment où elle va faire ses courses, par exemple, eh bien, si elle veut nous parler, on pourra aller avec elle sur le parking, dans un endroit discret, en civil, et puis recueillir son audition. On peut se déplacer, bien sûr, au domicile de la victime, si, bien sûr, le mis en cause n'est pas à proximité. Elle peut également faire le choix de venir dans la maison de protection des familles, qui est un lieu particulièrement chaleureux et accueillant, un lieu très discret qui ne ressemble pas du tout à une gendarmerie. On peut également venir prendre sa déclaration au sein d'une brigade de gendarmerie, si c'est plus pratique pour elle. Mais on est également là en renfort pour les unités de gendarmerie. C'est-à-dire que la victime peut toujours se présenter dans une gendarmerie, mais si les gendarmes sont très occupés parce qu'il y a déjà l'enquête à préparer derrière, eh bien, ils vont faire appel à nous parce que nous, on n'est consacrés que pour les victimes. Donc, on a vraiment tout notre temps. On prendra toutes les heures nécessaires pour recueillir sa parole dans les meilleures conditions. Alors, je voudrais tout de suite préciser que le dépôt de plainte n'est pas obligatoire dans le cadre des violences intrafamiliales. En fait, ce que fait le gendarme ou le policier, il recueille votre audition. En haut de la feuille, c'est marqué « audition ». Donc, vous racontez tout ce qui s'est passé, tout ce que vous subissez, aidé par les questions du professionnel. Et à la fin de votre récit, eh bien, vous avez le choix de dire « je porte plainte » ou « je ne porte pas plainte ». Il faut savoir que dans le cadre des violences intrafamiliales, le fait qu'il y ait un dépôt de plainte ou pas, ça ne change rien vis-à-vis des suites de la procédure. Le gendarme ou le policier, dès l'instant qu'il a connaissance des faits, qu'il a recueilli votre audition, va appeler le procureur de la République via le magistrat de permanence ce jour-là pour rendre compte des faits. Au vu des faits, le magistrat de permanence va décider de la suite de la procédure, va décider s'il y a engagement des poursuites ou pas, que la victime ait déposé plainte ou pas. Donc il faut bien savoir que ce n'est pas à cause, entre guillemets, de la victime si l'auteur est mis en garde à vue, c'est à cause des faits qui ont eu lieu et c'est parce que c'est le magistrat qui a décidé qu'il y aurait une garde à vue, qu'il y aurait une poursuite d'enquête. Pour toute urgence et ou danger, contactez immédiatement le 17 ou le 112.
Pour prendre contact avec la Maison de protection des familles de Corse, voici les numéros qui seront également renseignés dans la description de l'épisode. Pour contacter la Maison de protection des familles de Corse du Sud, faites le 04 95 70 72 88 et pour celle de Haute-Corse, le 04 95 54 50 44. Vient maintenant le moment de définir l'inceste. Alors l'inceste fait bien sûr partie des violences intrafamiliales, puisque ça se passe au sein de la famille. Alors qu'est-ce que l'inceste ? Eh bien l'inceste, c'est une relation sexuelle entre proches parents, c'est-à-dire entre deux personnes dont logiquement le mariage est interdit. Donc l'inceste, ça peut être un rapport sexuel entre frères et sœurs, entre un parent et l'enfant, entre un grand-parent et l'enfant, entre un oncle et l'enfant. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut faire aux enfants. L'âge légal du consentement est de 15 ans, mais en cas d'inceste, l'âge légal du consentement est de 18 ans. Ça veut dire qu'on ne peut jamais considérer qu'un mineur est consentant quand un parent, quand il a une relation sexuelle avec un parent. Oui, alors c'est tout acte effectivement de sexuel entre membres d'une famille. Après l'inceste, on voit bien qu'aujourd'hui on a du mal même à faire entrer les cousins dans la définition, etc. Or les cousins sont très souvent des agresseurs, c'est ce qui arrive dans beaucoup de situations, et on a plaidé nous au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Ça fait partie d'une préconisation qui est une définition de l'inceste aussi qui intègre et inclut les cousins, et on voit bien qu'on a du mal avec ça. Je souhaiterais compléter cette définition par un passage du livre « La culture de l'inceste ». Il existe un lien continu entre la culture pédocriminelle et la culture de l'inceste. Le harcèlement et les agressions sexuelles racontées par Adèle Haenel entre ses 12 et 15 ans, perpétrées par le réalisateur avec lequel elle a travaillé, ceux de Sarah Abitbol par son entraîneur entre ses 15 et ses 17 ans, ceux de Vanessa Springora par un écrivain mentor à partir de l'âge de 14 ans, peuvent se lire comme des situations d'inceste. La nature du lien entre ces hommes et ces enfants, ou jeunes filles, est familiale, dans le sens où les relations reposent sur un lien de proximité, d'autorité, de confiance, de dépendance et d'amour, avec ses figures paternelles par adoption. La définition de l'inceste de l'Association internationale des violences de l'inceste est longue, mais il est important de la citer en entier. L'inceste concerne la famille de sang et la famille élargie, ainsi que la famille par adoption. Mais le lien familial est avant tout pour la victime un lien de proximité, d'autorité, de confiance, de dépendance et d'amour. Ainsi, les agresseurs, agresseuses peuvent être dans la famille de sang, père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin. La notion de cousin n'est d'ailleurs pas présente dans la législation, cousine et dans la famille par alliance, beau-père, belle-mère, oncle par alliance, etc. Entre les mineurs, même un an d'écart peut suffire à établir un lien d'autorité. Physiquement, l'inceste peut être un viol, soit tout acte de pénétration par voie orale, fellation, anale, sodomie, vaginale, imposer une partie du corps de l'agresseur-agresseuse, doigt, pénis, ou par l'utilisation d'un objet. L'inceste peut aussi prendre la forme d'une agression sexuelle consistant à imposer un toucher sur le corps de l'enfant avec son propre corps, comme se frotter contre l'enfant, un cunnilingus ou encore de la masturbation, à des fins de satisfaction sexuelle. L'enfant peut être forcé à pratiquer des gestes de masturbation sur l'agresseur ou l'agresseuse et l'embrasser ou le toucher, où il ou elle le demande. L'inceste, c'est aussi tout ce qui concerne l'exhibition sexuelle ou inceste moral ou inceste sans contact physique. Les actes de faire l'amour devant son enfant, parader nu, tenir des propos à caractère sexuel, visionner des films pornographiques avec son enfant sont considérés comme relevant de l'inceste. Utiliser son enfant comme confident, confidente de ses aventures sexuelles, la photographier nu,
ou dans des situations érotiques également. L'inceste, c'est aussi sous couvert d'actes d'hygiène, l'agresseur, l'agresseuse qui assouvit ses pulsions en pratiquant des toilettes vulgaires trop fréquentes, des décalotages à répétition, des prises de température inutiles, plusieurs fois par jour, des lavements, etc. Et ce jusqu'à un âge avancé de l'enfant dans une relation dans laquelle l'enfant est un objet sexuel. Cette définition laisse percevoir que l'inceste n'a pas un seul et même visage. Il est extrêmement important de souligner que les situations sont multiples afin de déjouer les stéréotypes qui empêchent de penser et de voir l'inceste. Écoutons à présent un témoignage recueilli lors des caravanes en Corse. La voix a été modifiée pour préserver l'anonymat. Bonjour, donc voilà, je suis une maman, la maman d'une victime, et je tenais à être présente aujourd'hui ici afin d'essayer de lutter contre ce fléau qui est la pédocriminalité, parce que j'imagine que vous tous qui êtes ici dans la salle, vous êtes un peu comme moi, on pense toujours que ça arrive aux autres, ailleurs, dans des univers qui nous sont étrangers. C'est pas nous, bien sûr que c'est pas nous, nous on est bien, nous on est intelligents, nous on fait attention, nous pas nous, non, pas nous. Si, nous ça nous arrive, à nous ça arrive, sans même qu'on le sache. Et un jour on tombe, et on a un mal fou à se relever. Et c'est inimaginable. Alors, oui, je tenais à être là pour lutter, pour essayer d'apporter ma contribution à cette lutte, à faire quelque chose pour que ça n'arrive plus. C'est peut-être beaucoup dire, mais essayer de juguler, d'arrêter, de faire quelque chose, quoi qu'il en soit. Parce que voilà, mon histoire, je dis mon histoire parce que c'est ma fille qui a été victime, mais nous sommes tous à la maison. Je dis à la maison, c'est au sein du foyer, victime collatérale. Et je pense que vous savez de quoi je parle, parce que aujourd'hui ma fille est mal en point. Si vous la voyez, vous ne remarquerez sans doute rien, parce qu'elle est sous traitement, parce que elle est bien entourée, parce qu'elle est prise en main par des professionnels qui sont exceptionnels, qui la soutiennent, qui l'aident, qui la comprennent, qui l'accompagnent, et c'est extraordinaire. Mais par exemple, les comportements d'évitement, les regards, les attitudes parfois. Moi, je surveille, je ne sais même pas comment dire, parce que je surveille, ça me paraît un petit peu, mais oui, je suis vigilante à ces regards, à ces attitudes, tous les matins, c'est « Comment tu as dormi? Ça va? » Ouais, ça va. Ouais, ça va. Et je sens qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire. Donc voilà, je suis là pour... Je sais pas. Et puis, autre chose, pardon, c'est compliqué parce que je ne sais pas par où commencer. Autre chose aussi, accompagner ma fille, l'épauler, mais aussi faire en sorte que les choses changent. Parce que l'individu qui a commis des actes de pédocriminalité sur ma fille, lui, il est dehors, il se promène, comme si de rien, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous laisse en conclure. Alors, pour revenir là-dessus, d'abord je vais commencer comme ça, comme je le relate à chaque fois que j'essaie aujourd'hui de prévenir, de dire aux gens, faites attention, soyez vigilants, veillez sur vos enfants, accompagnez-les, soyez là, regardez.
ça faisait déjà, comment vous dire, alors je vais le relater comme ça, est une enfant brillante. Elle a toujours été brillante depuis qu'elle est rentrée en classe. Le problème étant que un jour, moi j'ai constaté que la petite, elle avait changé les attitudes, les regards, vous savez, les épaules toujours rentrées, le regard fuyant, toujours interne. Sauf que, étant si brillante, chaque fois que j'en ai parlé à quelqu'un, on m'a dit mais non, mais voyons, qu'est-ce que tu imagines, mais n'importe quoi, Joël, mais ta fille est brillante, mais non, mais non, mais non. Bon. Faites confiance à votre instinct de parent. Ça. Et ensuite, un jour, lors du premier confinement, donc merci le confinement, pardon pour ce petit aparté, nous a écrit un courrier qu'elle nous a laissé sur le salon, sur la table du salon, que j'ai trouvé au petit matin, quand je me suis levé. Quand je dis au petit matin, c'est 5-6 heures, ça n'a pas d'importance, mais bon. Quand j'ai lu ce courrier, je me suis dit, bon, allez, dans ma tête, ça n'a même pas été, il n'y a eu aucun doute. Ça a été, on va porter plainte, tout de suite, parce qu'il n'y avait que ça à faire, malheureusement. Alors, première réaction, non, on ne va pas porter plainte, je ne veux pas porter plainte. Alors, il a fallu faire un petit travail. Voyons, tu ne peux pas rester comme ça. Parce que chaque fois qu'un individu venait à la maison, parce que, évidemment, enfin, je dis évidemment, peut-être pas, mais c'était un parent, c'était le mari de ma tante, très exactement. Donc, il venait quand même relativement souvent à la maison. Chaque fois que cet individu venait à la maison, eh bien, et ça donnait à des petits jeunes, ma fille. Mais alors, tout le monde est assis, heureusement, ça se passait alors que nous étions tous à la maison, là, présents, dans le jardin qui était là, vous voyez, derrière les vitres. Donc, et évidemment, comment vous dire, non, ils sont là, ils jouent avec la petite, rien. Mais comme il a écrit, allez, on va porter plainte tout de suite. Nous sommes allés au commissariat et ils ont été extraordinaires. On a été accueillis d'une manière extraordinaire. Cru, pris en charge, accompagné, enveloppé, j'ai envie de vous dire. Je tiens à me signaler parce que c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu ils ont écopé de quelques, comment dire, d'une mauvaise réputation, mais ils ont été extraordinaires, vraiment. Et sincèrement, je ne les remercierai jamais assez. Ils ont fait un travail vraiment, je ne sais pas comment dire, la prise en charge d'une vie, l'enquête, l'interpellation, tout. Bon, et nous sommes descendus au commissariat, je reprends, pardon. Et ils nous ont dit que d'accord, très bien, qu'il fallait qu'on revienne avec la petite, parce que nous sommes descendus, mon mari et moi. Ils nous ont dit, bon, il faut qu'on entende la petite, revenez avec elle. Nous sommes remontés à la maison, nous avons récupéré, nous sommes redescendus. Ils ont entendu, ils nous ont dit, revenez d'ici 1 heure. Nous savons que c'est la petite. 3 heures plus tard, le téléphone n'avait toujours pas sonné. On va quand même aller voir un petit peu ce qui se passe, parce que je suis un petit peu inquiet. Nous sommes retournés, et là, ils nous ont dit, bon, écoutez, ça y est, nous avons terminé. Ils ont demandé à ce qu'un de nous deux reste. Je suis resté. J'ai posé des questions du type est-ce qu'elle vous a parlé? Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'il m'a dit? Oui, elle nous a parlé. Elle en a dit plus que ce qu'elle m'avait écrit encore. Donc, voilà. Quand nous sommes repartis à la maison, nous en avons parlé un petit peu avec qui était, toujours un petit peu. Et quand il a été interpellé,
au petit matin. Ça y est, il est en prison. Et là, vous auriez vu, là, ma fille, déjà, c'était le soulagement. Bon, après, elles sont suivis des mois et des mois et des mois pour la procédure, pour les enquêtes. Alors, autre chose aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur ce qui se passe dans les différentes sphères, c'est que, évidemment, pendant l'enquête, évidemment, personne ne savait rien. On n'a rien su. Oh, non, il est bien. Quand il a été condamné, finalement, pour tous les chefs d'inculpation qui lui étaient reprochés, parce que pendant 2 ans, il a crié haut et fort qu'il mentait, qu'elle ne savait pas, elle n'avait pas compris, que j'étais une folle, qu'on en voulait à leur argent, qu'on en voulait à leur bien, bon, et que, encore une fois, j'étais folle. Donc, au bout du compte, après le procès, quand il a tout reconnu et qu'il a plaidé coupable pour tout, là, les gens, ah oui, on savait, ah oui, t'es comme ça, ah oui, mais tu sais, moi aussi, ah oui, mais on savait qu'il était comme ça. Ah oui, tout le monde savait, personne n'a parlé, personne n'a jamais fait rien, aucun signalement, rien. Alors, je peux comprendre parce que si on va dire de quelqu'un qui a un petit peu, c'est pas une notoriété, mais c'était quelqu'un de connu, c'était quelqu'un dont tout le monde disait que ah oui, lui, oh, il est bien, oui, on mange avec lui, on boit, on fait plein de choses, il est bien. Bien sûr que si quelqu'un va dire, vous savez, il m'a fait ça. Ah oui, vous avez des preuves. Je comprends que ça peut être compliqué. Mais je pense que si, à un moment donné, on subit quelque chose, au moins une main courante, quelque chose, un signalement, je ne sais pas, ça aurait peut-être pu éviter tout ce qui nous est arrivé. Et on sait aussi qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres victimes, mais après, si personne ne se manifeste et si personne ne porte plainte, autre chose, encore, parce que porter plainte, oui, porter plainte, il faut quand même savoir que ça a un coût. Je ne sais pas si je peux parler de ça, mais ça a un coût porter plainte. Alors oui, je peux comprendre aussi qu'on n'allait pas porter plainte comme si on allait acheter boire son café, d'accord. Mais voilà, donc tout ça fait que. Et ensuite, je m'arrêterai là parce que je ne veux pas dire tout ça. L'inceste est un crime, tout simplement. C'est un crime. Alors, l'inceste, c'est très, très compliqué pour l'enfant et ça a des conséquences en général sur tout le restant de sa vie. Quand l'enfant est petit, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Souvent, l'adulte va lui faire croire que c'est une preuve d'amour. Il va lui faire croire qu'il partage des secrets d'adulte avec lui et l'enfant ne sait pas. Ne sait pas. Je repense toujours à un reportage que j'avais vu à Ajaccio où un homme devenu adulte aujourd'hui racontait son père venait dans sa chambre et le masturbait. Et il disait j'avais juste peur de faire pipi. Voilà, j'avais juste peur de faire pipi. Forcément, il ne pouvait pas mettre des mots dessus. Et puis l'enfant va grandir et puis peut-être qu'un jour il va se rendre compte que finalement ce qui se passe, c'est pas normal. Il va s'en rendre compte peut-être. Et puis, il va se dire, mais ouais, c'est pas normal, mais en tout cas, j'ai jamais dit non. Parce que l'enfant ne sait pas qu'il n'était pas en capacité de dire non. Il était vraiment pris dans un piège. Donc, l'enfant va s'en vouloir, va continuer de grandir, d'accepter. Et puis, s'il peut se dire, si je porte plainte, la famille va être détruite et c'est de ma faute finalement, puisque j'ai jamais dit non et tout sera détruit à cause de moi.
Donc l'inceste, c'est vraiment un cercle vicieux, hein. C'est très dur d'en sortir. Et puis, on n'est pas sûr d'être cru, que la parole soit entendue. Et puis, se dire, mince, toute la famille est détruite à cause de moi, il faut vraiment le porter. C'est la loi du silence, quoi. Petit extrait de la restitution de ces caravanes en Corse qui a eu lieu le 19 janvier à Ajaccio. Écoutons Arnaud Gallet. Un enfant sur 5 en Europe est victime de violences sexuelles. Un enfant sur 5. 160 000 enfants en France, chaque année, sont victimes de violences sexuelles. On parle de 2-3 enfants par classe. 10% de la population française, comme moi, ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Lorsqu'on parle de violences sexuelles, n'en déplaise à certains, on parle de violences sexuées. 80% des victimes sont des filles. 94 à 97% des agresseurs sont des hommes. Les plus vulnérables ne sont pas épargnés. C'est important de le rappeler et on l'a vu en Corse. Rappelons que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit que les enfants en situation de handicap sont 4 à 5 fois plus exposés que les autres enfants. En ce qui concerne la justice, d'après l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, moins de 4%, je dis bien moins de 4% des enfants victimes de viol déposent plainte. Moins de 4%. Comparé aux violences faites aux femmes, on parle de 10 à 14% des femmes victimes de violences qui déposent plainte. Regardons donc le sort que nous réservons aux enfants. 73% de ces plaintes sont classées sans suite. Seuls 0,4%, d'après les chiffres du ministère de la Justice, pas des chiffres d'associations hystériques ou autres tels qu'on peut nous caractériser par moment, moins de 4%, donc 0,4% d'entre elles, aboutissent aux assises et sont donc considérées comme des crimes. En 2021, c'est dans ce contexte que le livre de Camille Kouchner a soulevé un mouvement sociétal inédit, MeToo Inceste, qui a conduit le président de la République à une prise de parole historique au sein de laquelle il a annoncé 2 choses sur lesquelles je souhaiterais revenir. La première, c'est l'évolution de la loi. Il aura en effet fallu attendre 2021, le 21 avril 2021, pour que la loi dise clairement qu'avant 15 ans, un enfant ne peut être consentant à des relations sexuelles et 18 ans en cas d'inceste. Il aura donc fallu attendre 2021 pour vous dire là où on en est aujourd'hui. Le président de la République a annoncé également la mise en place d'une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui avait pour principale mission de recueillir des témoignages. 30 000. C'est le nombre de personnes survivantes et survivants qui nous ont fait confiance. Seuls 8% d'entre elles ont bénéficié de ce qu'on appelle un soutien social positif. Je te crois, je te protège. Cela veut dire que 92% des personnes restantes, donc la très grande majorité, ont eu à subir la double peine, je dis bien la double peine imposée par un soutien social négatif. On dit à de très nombreuses victimes, je te crois, mais je ne te protège pas. Je ne te protège pas parce que tu risques de faire exploser la famille. Je ne te protège pas parce que c'était un jeu. Je ne te protège pas parce que pour de très nombreuses filles, toutes les violences sexistes que nous connaissons, tu l'as peut-être cherché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants parlent et que nous sommes incapables de les protéger. Ou très peu, tout du moins. Arnaud, peux-tu nous présenter la Civise et nous dire ce qu'elle a permis pour comprendre et agir sur l'inceste? La Civise, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement quand même exceptionnel en France. Il y a eu un mouvement d'ailleurs exceptionnel aussi en Corse, que vous avez connu à Caillouaz. Il y a eu un mouvement important en France partout avec le MeToo Inceste et qui a conduit et poussé le président de la République à mettre en place une commission. La fameuse commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Ce qui était plutôt bien vu, si je peux dire les choses comme ça, c'est que cette commission, il a souhaité nommer un magistrat comme coprésident. Alors pourquoi c'est bien vu, à mon sens, au-delà du fait que ce soit un homme et que 94 à 97% des agresseurs sont des hommes. Donc on peut renvoyer aussi quelque chose d'un peu positif. Certes, tous les hommes ne sont pas comme ça, certes, mais énormément le sont quand même. Et donc c'était important. Et au-delà de ça, les juges. Il faut savoir que c'est peut-être la première chose pour présenter cette commission. Qu'elle soit portée par un juge, ça donne beaucoup d'espoir, c'est de se dire que tous les juges ne sont pas comme ça aussi, et que certains juges même veulent que les choses changent. Donc c'est un peu difficile, voilà. Et l'autre coprésidente, qui était Nathalie Mathieu,
C'est une personne qui était investie dans les institutions, notamment les associations, je vais y arriver, et également l'administration. Et là aussi, c'est important parce que on voit bien que dans certaines institutions, il y a une vraie remise en question sur la manière dont on vient protéger les enfants et qu'elles viennent elles-mêmes, en sa qualité de coprésidente avec le juge Durand, incarner ce changement possible. Je pense que c'était vachement positif. Et puis, pour présenter la commission, cette commission, il y avait des membres également dont je faisais partie. Et nous, en tant que survivantes et survivants, on était membres qualifiés. C'est la première fois qu'une commission s'appuie sur des personnes qui sont concernées, donc des victimes là en l'occurrence, et c'était essentiel. Et pour le dire autrement, on n'a pas été une caution de cette commission, puisque très rapidement, et ça m'a touché la dernière fois, j'ai entendu le juge Durand en parler lui-même, il a dit qu'on était passé de membres qualifiés, ce qui était plutôt d'ailleurs sympathique pour nous parce que souvent on nous disqualifie, donc c'est plutôt bien d'être qualifié à un moment donné, mais il a dit qu'on était devenus des membres tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y avait une vraie question d'égalité. Il a bien compris que c'était un sujet de démocratie, de politique, etc. Et donc voilà. Donc ça a été une belle aventure de 3 ans. Une aventure de 3 ans où on a recueilli quand même près de 30 000 témoignages. 30 000 témoignages, ça veut dire quoi d'emblée? Ça veut dire que la Civise, ça a été un fait social. Les personnes se sont identifiées à la Civise et ont compris qu'il fallait parler. Alors on a mis différentes choses, on a fait des réunions publiques, des numéros de téléphone, des mails, on a reçu différentes choses. Et ce qui est extrêmement important, peut-être pour commencer là-dedans, c'est que c'est que ça c'est la mission première donc que nous a confié le président de la République. Et ces 30 000 témoignages, on a appris que seuls 8% d'entre eux, ont bénéficié de ce qu'on appelle un soutien social positif. Le soutien social positif, c'est quoi? C'est quand on dit à un enfant, je te crois, je te protège. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 92% des cas, les victimes ont bénéficié d'un soutien social négatif. Autrement dit, les enfants parlent. Et nous ne sommes pas capables de les protéger. Et c'est ce message-là, en fait, que je porte aujourd'hui. Arrêtons de dire que les enfants ont des secrets, des machins, faut libérer la parole, etc. Même si, bien sûr, c'est important de libérer la parole. Mais voyons les choses aussi de notre niveau d'adulte et on est bien loin, en fait, de protéger les enfants. Et ce qui est extrêmement important, c'est que quand on se situe justement du côté des enfants qui n'ont pas été protégés, donc ont bénéficié d'un soutien social négatif, on se rend compte que 40% d'entre eux ont une addiction. Une personne sur 2 a fait une tentative de suicide. Une personne sur 2 a des troubles alimentaires. 40% des femmes ont des troubles gynéco, etc. Bref, on multiplie après, malheureusement, les conséquences psychotraumatiques sur le corps directement et la santé psychique. Et on en fait une vraie question de santé publique. Donc il faut qu'on sorte du huis clos, ça c'était essentiel, pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et ce huis clos-là, il faut absolument le briser et ramener les choses au niveau de la société. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Ça c'est un message qui est fort, qu'on a porté et qu'on clame encore aujourd'hui au niveau de la Civise et même nous en tant qu'anciens membres. Et je pense que la société doit comprendre ça. On peut être aimant avec ses enfants, il n'y a pas de problème, ça on ne le retire pas. Par contre... les enfants sont avant tout des citoyennes et des citoyens français et dès leur plus jeune âge, puisque la France a ratifié, rappelons-le, la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pas un vulgaire bout de papier, c'est théoriquement un papier qui donne des droits aux enfants. Je voudrais évoquer à présent 3 points. Le premier sur le retournement de la culpabilité, le deuxième sur l'invisibilisation de certains publics et le troisième sur ce mythe des enfants ne parlent pas. Pour commencer, je voudrais exprimer ce retournement de cette culpabilité en citant un passage du livre de Dorothée Ducy, Le berceau des dominations, Anthropologie de l'inceste. La stratégie qui consiste à retourner la situation, à faire porter à l'enfant la responsabilité du rapport sexuel imposé et à transformer le tout en un tout petit commerce paisible et quasiment systématique. Les incesteurs font des incestés des putes. Une fois rétribuée, la fillette n'est plus une petite fille forcée, mais une pute, à qui on a acheté un service. L'hypersexualité, même si elle est imposée, pèse sur la moralité des victimes et les entache. Rien de nouveau ou de spécifique dans cette attitude qui est au contraire largement répandue et qui concourt, comme tous les autres éléments, à la reconduction de l'inceste et des crimes sexuels. Le soupçon d'immoralité pèse à jamais sur les victimes de viol, même lorsqu'elles sont petites filles. Dès lors que l'incesteur paie son plaisir sexuel, primo, il n'est plus un violeur, et secondo, l'incesté n'est plus violé. Livre très complet pour comprendre la mécanique de domination par l'inceste.
Deuxième point, je voudrais vous diffuser un extrait de l'entretien que j'ai eu avec Intimagir, petite présentation avant de passer au public invisibilisé. Emma Closter, chargée de projet pour le centre ressources Intimagir Corse. Aude Grisogne, donc animatrice réseau pour Intimagir Corse et sexothérapeute de formation. Le centre ressources Intimagir, c'est un dispositif régional qui vise à favoriser l'accès à la santé sexuelle par les personnes en situation de handicap. Toute tranche d'âge et tout handicap. Toute typologie. Ce qu'on entend par la santé sexuelle, ça regroupe l'accès à la vie intime, affective, sexuelle, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et le soutien à la parentalité. La question de l'inceste et des violences sexuelles sur les enfants touche évidemment aussi les personnes en situation de handicap et c'est presque un facteur aggravant et une fragilité en plus qu'il peut y avoir sur ces questions-là. Et on parle peu d'inceste, mais on parle encore moins d'inceste sur les personnes en situation de handicap, les enfants. Les chiffres démontrent que les personnes en situation de handicap sont jusqu'à 5 fois plus à risque d'être victimes de violences sexuelles. Au niveau des chiffres aussi, on sait qu'il y a plus d'une femme sur 2 autistes qui a déjà été victime de violences sexuelles. Donc ce qui est un chiffre énorme, plus d'une femme sur 2. Donc nous, c'était important d'être là ici parce qu'évidemment, il y a un gros tabou sur l'inceste et il y a une grosse invisibilisation des personnes en situation de handicap et des enfants. Donc nous, on est là aussi pour représenter, entre guillemets, et donner des informations sur cette partie-là de la population qui est quand même bien importante. Et on voit bien que c'est intéressant aussi d'avoir suivi les caravanes Move Enfants toute la semaine dans chacun des lieux de rencontre et d'échange pour à chaque fois remettre sur la table le sujet du handicap qui est souvent l'angle mort des politiques publiques alors que ça devrait être transversal. Donc au fur et à mesure des années, on fait aussi le constat que l'écoute est quand même assez compliqué sur les questions de violence sexuelle, encore plus des enfants. Et on peut rajouter cette difficulté quand la personne a par exemple un trouble du spectre de l'autisme avec des codes sociaux qui sont différents, avec une déficience intellectuelle qui fait qu'on ne parle pas forcément avec les bons mots attendus. Et ça rajoute une invisibilisation encore plus forte sur ces questions-là et sur ces personnes-là. Durant ces journées d'échange, nous avons parlé d'intersectionnalité. En effet, l'intersectionnalité est utilisée pour révéler la pluralité et l'entrecroisement des discriminations et des rapports de domination et d'oppression, soit l'exploitation d'un groupe social par un autre. Par exemple, une femme va subir de la discrimination de genre. Une femme noire de genre et d'ethnie. Une femme noire handicapée, on rajoute le validisme, et si elle est en plus lesbienne, une discrimination d'orientation sexuelle. Bref, la totale. Tout ça pour dire qu'il faut voir le spectre dans sa totalité et ne rien mettre de côté et surtout pas certaines catégories de personnes. Enfin, troisième point, pour revenir sur les propos d'Arnaud Gallet, je voudrais démonter, de concert avec lui, le postulat suivant. Les enfants ne parlent pas. Remettons-nous en question, surtout, nous, adultes, nous ne les écoutons pas. Je reprendrai un passage du livre La culture de l'inceste. Les rouages du monde patriarcal de la culture de l'inceste et du viol empêchent femmes et enfants ainsi que les personnes LGBTQIA+, d'être entendues. Cet empêchement de la parole est systémique. La silenciation se joue à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la famille. L'idée que l'enfant ne parle pas est fausse. L'enfant parle, le corps de l'enfant parle, mais personne ne veut l'entendre ou le voir. L'enfant ne peut pas utiliser le vocabulaire adulte pour dénoncer les agressions, mais il ou elle exprime souvent sa peur, son incompréhension, son appréhension à être avec la personne qui l'agresse. Physiquement, des signes peuvent apparaître, le besoin de contrôler ce qui pénètre le corps, la scarification, des saignements, un mal au genou, des symptômes qui racontent l'effraction. Écoutons un extrait de la restitution des caravanes du discours d'Arnaud Gallet. Alors que 70% des personnes ayant bénéficié d'un soutien social positif, donc qu'on a protégé,
disent avoir aucun impact sur leur santé. Pour les autres, pour les 92%, les impacts sur la santé sont assez importants. 40% des personnes qui déclarent avoir donc subi un soutien social négatif disent avoir une addiction. Une personne sur deux dit avoir fait une tentative de suicide. Une personne sur deux dit avoir des troubles alimentaires. 40% des femmes disent avoir des troubles gynéco. Et je me permettrai ici d'avoir une pensée pour celles et ceux qui ne sont plus là aujourd'hui, je vous le dis. Une personne sur deux a fait une tentative de suicide et nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de décompter les personnes qui ne sont plus là aujourd'hui pour en parler. S'ajoute à ce constat 60% des professionnels qui ont cru, mais qui n'ont pas protégé les enfants, encore une fois, d'après ce que nous ont déclaré les 30 000 témoignages que nous avons reçus. Pour quelles raisons ? Quelle solution trouver pour impulser une culture de la protection ? C'est tout le sens de cette caravane. Move Enfant, impulsé par un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance, persuadés qu'avec la force de la société et avec la société, on peut changer la société. Et maintenant, écoutons Evelyne Ferry de l'association Unanime qui nous parle de cette culture de la protection. Alors Evelyne Ferry, présidente de l'association Unanime, qui est une association socio-culturelle sur toute la région Corse. Alors déjà parce que Unanime fait partie de l'association C3S, on est une des associations membres de C3S, et parce que la question des violences faites aux enfants et de la pédocriminalité, toutes ces questions-là en fait se retrouvent dans tous les secteurs de la vie. Que ça soit dans le travail, dans la famille, mais aussi au niveau socio-culturel, dans les associations, les animations, les centres sociaux, partout. De toute façon, les enfants, ils sont partout. On a tous été un enfant avant d'être un adulte, donc il est important de parler de la protection des enfants. Et voilà. Cette matinée, je trouve qu'elle a été riche parce qu'elle a fait une restitution d'un travail qui a été long quand même sur la Corse, avec plusieurs étapes. Donc c'est ne pas nier tout ce travail qui a été fait de rencontre avec les différents acteurs, les différents partenaires, les personnes qui sont venues aussi individuellement, de simples citoyens, pour faire victime ou pas, peu importe. Ce qui a permis aussi de faire émerger une parole, des difficultés de professionnels, d'associations, d'enfants, de parents. Et donc ça permet de faire un bilan d'étape, on va dire, parce que c'est pas forcément le bilan. Et moi, ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est qu'on aurait pu s'arrêter là. Et en fait, ça a relancé quand même beaucoup de questionnements. Et on sent beaucoup de frustration, d'inquiétude et d'incertitude au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Donc sur l'impuissance ou le manque de moyens. Mais voilà, j'avoue que j'ai posé moi un petit coup de gueule sur la question qu'avant même de parler de ce que fait la justice pour réparer, pour prendre en compte, ou les professionnels de santé ou ce genre de choses, mais que fait-on nous en tant que citoyens pour que ça n'arrive jamais et plus jamais, qu'un enfant ne soit plus jamais agressé, violenté. Voilà, c'est la responsabilité, bien sûr, des associations, de la justice. Il faut qu'il y ait des réparations, il n'y a aucun problème, mais il ne faut pas que ça arrive jusqu'à la justice. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune agression sexuelle sur un enfant. Voilà, et aucune agression sexuelle tout court. Mais voilà, ça commence, comment on peut faire un bébé violé oui, mais malheureusement, ça existe. Il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas se déresponsabiliser dans les familles, dans les écoles, partout. On est tous responsables. Et dire que ça n'arrive qu'ailleurs ou que ça ne peut pas arriver chez soi, ça n'arrive pas dans mon village ou ce genre de choses, c'est faux. On sait que ça arrive. Et il ne faut pas le banaliser non plus. Et il faut le prendre en compte. Donc, que fait-on pour faire ça ? Voilà, donc cette action-là, moi, c'est pour ça que j'ai posé mon coup de gueule. C'est bien beau de se renvoyer la balle de structure en structure. Vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Voilà. Et ce qui m'a après un peu dérangé et que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est chaque professionnel est bon dans sa partie, où il fait tout ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. On fait remonter dans les préconisations qu'on a un besoin de coordination. Comment peut-on arriver à se coordonner quand on reporte la faute sur l'autre? Moi, je fais bien, et c'est vous qui faites pas bien. Non, la coordination, c'est comment on fait mieux ensemble. Même si on fait bien chacun dans notre coin, la coordination, elle doit servir à ça. On doit faire mieux ensemble. Et mieux se parler, parce que c'est pas juste se coordonner, de se donner des infos, c'est comment on fait évoluer les choses, comment on fait régresser le taux d'agression. Les propos d'Evelyne Ferry sont toujours très justes.
et ici font écho aux propos d'une personne victime d'inceste qui a bien voulu me parler de comment ça se passe, comment est-ce que les enfants parlent et de l'importance de tous les citoyens et citoyennes à être en alerte pour venir en aide aux enfants. Nous l'écoutons. Ce que je pense déjà, c'est qu'au niveau de la prévention, il faudrait, au niveau de l'éducation nationale, commencer dès le plus jeune âge, au niveau même de la maternelle, sur en fait l'espace de chaque enfant, en fait qu'est-ce qu'on peut faire, où on n'est pas obligé de s'asseoir sur les genoux de tonton, ou rien que le bisou sur la bouche à papa, maman. C'est difficile pour un enfant en fait de parler s'il n'est pas cru par sa famille, si c'est justement ses parents qui sont censés le protéger, si ce sont eux qui l'abusent. Il ne sait pas à qui parler. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut au niveau de l'éducation nationale faire le premier pas, faire des cours sur justement faire venir des intervenants. Au collège c'est déjà trop tard parce que ça commence très tôt et au collège on est déjà dans la colère et on ne peut pas déjà que les gens qui étaient censés nous protéger ne nous protègent pas, ils nous abusent. Donc comment faire confiance et parler à des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une prévention qui soit faite dès le plus jeune âge. Et vous parliez aussi des professionnels, du coup en disant aussi déjà nos parents n'ont pas confiance. C'est ça, comment et puis en plus c'est pas nos parents qui vont nous amener voir ces gens-là, vu que ce sont eux nos agresseurs. Après ça peut être tonton, papy ou quoi, c'est familial et donc souvent la famille est dans le déni. C'est plus facile de fermer les yeux que d'ouvrir. Donc tout ce sujet doit être en fait est tabou. Il faut que tout ça soit levé. Au plus on parlera, au plus même les gens qui ne sont pas victimes en fait, parce que justement les gens qui sont victimes parleront si tout le monde en parle. Ça commence de là en fait et à partir de là, parce que les enfants en fait ils parleront entre eux et donc un autre enfant parlera à ses parents et ses parents pourra dénoncer et, voilà. Donc c'est pour ça que tout commence la prévention dès le plus jeune âge. Voilà. C'est très intéressant, mais ce que je vois, c'est toujours le même, comme je dis, voilà, c'est que professionnel en fait. Il n'y a que des gens du professionnel de la protection de l'enfance. Donc on est toujours dans le cas où les enfants parlent. Mais il y a la normalité en fait. Dans mon cas, c'était normal de vivre ce que j'ai vécu. Donc du coup, il n'y avait aucune raison pour moi de parler. Malheureusement c'est là le problème, donc tous les gens qui sont ici c'est bien, mais ce sont des gens où les enfants viennent et parlent parce que quelqu'un les a crus en fait, donc c'est ça qu'il faut modifier et c'est sur ça qu'il faut avancer. C'est déjà des personnes sensibilisées. C'est déjà voilà, c'est ça. Il faut vraiment avancer là-dessus sur les enfants qui n'osent pas parler parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vivent en fait. Parce que quand on répète tous les jours à un enfant tu es beau, tu es gentil, tu es intelligent, il a confiance en lui. Si tous les jours on lui donne une claque, c'est normal pour lui de recevoir cette claque. Si tous les jours il reçoit des violences sexuelles, pour lui c'est normal de recevoir des violences sexuelles. Surtout qu'en fait la normalité se fait jusqu'à 7 ans. Et en général les victimes d'inceste enfants, ça commence beaucoup plus tôt. Donc c'est normal. C'est pour ça qu'il faut, dès le plus jeune âge, commencer à sensibiliser pour que les enfants puissent parler entre eux et que les autres enfants parlent avec leurs parents. Je vais aller dans sensibiliser, mon combat ne va pas s'arrêter là, je veux vraiment sensibiliser tout le monde parce que l'inceste c'est le problème de tous et pas que des victimes. C'est un combat que tout le monde doit faire face. Si on prenait 10 centimes, s'il y avait une taxe de 10 centimes à tous les Français pour chaque victime d'inceste, peut-être qu'il y aurait plus de monde dans les rues. Voilà. Cette première partie d'épisode tente d'expliquer l'inceste et son ancrage culturel. Écoutons Sarah Thierry, experte judiciaire, qui va nous parler de la force d'un engagement qui va renforcer une pratique, puis Christelle Durel qui va compléter le propos. Je m'appelle Sarah Thierry, je suis maître de conférence et je suis expert judiciaire près le tribunal judiciaire de Caen. Je suis psychologue
Pourquoi vous vous êtes retrouvée ici ? Parce que j'avais entendu effectivement que les traitements judiciaires étaient, je dirais, plus favorables, dans le bon sens du terme, en termes de respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est quelque chose qui me paraissait très important quand on est psy, dans le sens où une bonne décision judiciaire, c'est déjà une bonne partie du travail de fait pour nous. Et je travaillais essentiellement avec des familles dans lesquelles on avait des parents qui dénonçaient des violences et qui se sont fait très régulièrement retirer leurs enfants parce que manque de condamnation de l'auteur présumé, ou parce que, enfin voilà, on arrive à des choses qui sont complètement délirantes en termes de traitement judiciaire. Et mes recherches s'orientent justement là-dessus, sur la survictimisation institutionnelle due à un traitement judiciaire qui n'est pas respectueux du cadre légal, mais plutôt des biais cognitifs ou des biais justement personnels des magistrats ou de certains magistrats évidemment et de certains enquêteurs. Et c'est vrai qu'en Corse, j'avais entendu parler de sensibilisation peut-être plus importante aux violences sexuelles, aux réalités de terrain, avec des décisions qui étaient plus respectueuses effectivement à la fois de l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui devrait être suivi à peu près partout, et en même temps des connaissances qu'on pouvait avoir dans la symptomatologie de l'enfant qui dit ou qui montre par tous les moyens qu'il a pu être victime de violences sexuelles. Je pense que on a tous des biais, ce qu'on appelle de positionnement personnel. Ça veut dire que quelque chercheur ou quelque professionnel que ce soit est issu de sa culture, de son milieu, de son environnement, de ses expériences, de ce que vous voulez. Et on est tous imbibés par nos représentations, tous autant que nous sommes. Et c'est vrai que l'objectif et le travail de l'expert, c'est de les identifier et d'essayer, en les identifiant, de minimiser leur impact. Mais effectivement, ce qui revient souvent dans des expertises abusives, c'est la notion de on a ici des militants féministes. Et c'est assez, je trouve, assez rigolo, parce que ça nous montre quand même qu'on a un manque de connaissances sur les connaissances qu'on a aujourd'hui dans l'étiologie, notamment des auteurs de violences sexuelles qui ont été développés par les courants constructivistes aux États-Unis et qui étaient portés par des mouvements féministes. Donc c'est pas incompatible. Ce qu'il faut pour arriver à avoir des données scientifiques, c'est de respecter des méthodologies qui nous permettent de nous prémunir de nos biais et d'assurer que ce qu'on cherche, c'est bien ce qu'on cherche, et que les données qu'on arrive à récolter sont interprétées correctement en fonction de nos protocoles que l'on est tous amenés à suivre. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette matinée ? Alors j'ai trouvé ça très intéressant, la transdisciplinarité. J'ai trouvé qu'il y avait quand même du monde par rapport au fait qu'on soit en semaine, voilà, que c'est une journée complète, donc c'est assez prenant, il faut s'organiser. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant, que les constats qui étaient différents, pas nécessairement incompatibles, mais en tout cas différents, apportaient, je trouve, un bon éclairage. Et je suis pressée de voir ce qui va se passer cet après-midi quand on va passer dans les groupes un peu plus concrets et voir ce qu'on va pouvoir tirer de tout ça. Ok, donc moi je m'appelle Christelle Durel et je suis bénévole pour l'association C3S. Donc là je viens d'assister à toutes les conférences liées aux caravanes sur les violences intrafamiliales, spécifiquement sur l'inceste. Donc il y a plusieurs choses qui ressortent de tous ces échanges. À travers tous les arrêts qu'on a fait en Corse. La première chose, c'est la présomption d'innocence, les deux notions de présomption d'innocence et de présomption de vérité. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent et qui est crucial selon moi. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre quelqu'un qui n'est pas encore jugé et le fait de prioriser son innocence par rapport à la souffrance des victimes qui, elles, attendent un jugement qui peut prendre parfois 1 an, comme on le constate sur le cas des violences intrafamiliales. Donc le principe de précaution, c'est quelque chose qui doit être prioritaire sur toute autre chose, sur la présomption d'innocence, pour ne citer qu'elle. Donc le principe de sécurité des enfants, c'est donc ce fameux principe de précaution qui est d'ailleurs évoqué dans les commissariats de police et de gendarmerie. Et c'est quelque chose qui a été établi il y a plusieurs années de manière officieuse et qui devrait l'être de manière officielle, ce fameux principe de précaution. Voilà, selon moi. Donc c'est la base pour protéger les familles. On voit beaucoup de
d'enfants qui n'expriment pas les choses, effectivement, et c'est normal, ce sont des enfants. Le parent, lorsqu'il dénonce les violences, il n'est pas entendu, et souvent le parent est victime lui-même, dans la majorité des cas, j'ai envie de dire. Et ce qu'on a évoqué notamment aujourd'hui, et c'est très important de le souligner, c'est que lorsque l'enfant n'est pas encore victime physique, il est déjà victime tout court, c'est officiel, hein, c'est médicalement reconnu, c'est de notoriété publique, notamment dans les écrits scientifiques et dans les tribunaux, on en parle beaucoup. L'enfant, il est victime collatérale, il est considéré comme une victime légalement aujourd'hui quand il assiste à des violences subies sur l'un des deux parents, par l'autre parent. Donc, mais la suite logique qu'on vient d'évoquer encore aujourd'hui, c'est que lorsque l'enfant n'a pas été maltraité physiquement et que la justice détermine qu'un mauvais mari ne fait pas un mauvais père, par exemple, ou une mauvaise épouse ne fait pas une mauvaise mère parce qu'il y a violence sur l'autre, eh bien, on donne l'enfant quand même un week-end sur 2 et alors l'emprise, elle continue. Et là, les violences, elles apparaissent très souvent sur l'enfant, les violences physiques parce que c'est le maintien de l'emprise sur l'autre parent. Ce sont des personnes, ces personnes violentes qui n'ont pas d'âme, c'est de la perversion et voilà, je pense que là les choses sont très très claires. C'est ça qu'il faut éradiquer sans demi-mesure, sans aucune excuse, ni de c'est trop compliqué, ou ça prend trop de temps, ou on fait déjà les choses bien. On n'a pas besoin de faire un état des lieux de ce qui est bien fait, parce que c'est pas bien fait. Il y a eu des évolutions, certes, mais quand c'est bien fait, c'est qu'il n'y a plus le problème. Voilà, le problème il y est, donc c'est que c'est pas bien fait. Il faut vraiment ne plus cautionner du tout cette violence sur les enfants, cette violence tout court dans la famille, parce que si c'était bien fait, ça n'existerait plus, tout simplement. Et il est ressorti quelque chose de très très important aujourd'hui, je trouve, c'est cette dualité entre la justice et leur travail. En fait, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas faire d'amalgame entre les acteurs de la justice et la justice elle-même. La justice, c'est pas tous ces acteurs de la justice, ce sont des textes de loi. Tant que les textes de loi ne changent pas, tant que les bourreaux ne sont pas définitivement punis, on ne cessera de travailler à changer ça. Il faut changer ça tout court. Les violences, elles ne doivent pas exister et il faut punir concrètement et définitivement les auteurs de violences, tout simplement. Voilà. Protéger le parent, ça passe par quoi ? Ça passe par ce fameux principe de précaution, déjà qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque l'on dénonce une violence sur son enfant, sur soi, eh bien le présumé coupable, et non le présumé innocent, doit être entendu très rapidement, et pas après 3 jours, 1 mois, voire 6 mois. Ça, c'est la base, déjà, je pense. Protéger le parent et protéger l'enfant, ça va de pair en fait, c'est pas dissociable pour moi. Un enfant, il est pas sans ses parents, donc pour voir ce qui se passe, il faut déjà faire les auditions très très rapidement et au dépôt de plainte même, il faut une expertise dès le départ, selon moi, quoi. Alors le terme de victime, il s'avère qu'il faut il faut le verbaliser quand il y a un dépôt de plainte, parce qu'il faut reconnaître qu'on a subi quelque chose. Mais c'est très important qu'on ne tourne pas au rond autour de ce mot-là et qu'on puisse poser les bons mots à chaque étape de la prise en charge. Par exemple, une victime, elle va être victime quand elle subit l'action, mais après, elle va entendre ce terme 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 200 fois, et ça va continuer tant que les choses ne sont pas réglées au niveau de la justice. Et après ça, elle reste une victime. Et en fait, non, on n'est pas une victime, on se cantonne pas à ce qu'on a vécu ou ce qu'on subit ou supporté, on est tout autre chose. Donc c'est une étape de vie, c'est une étape, voilà, qu'il faut surmonter, et on peut la surmonter que lorsque on est cru dès le départ et pris en charge correctement. La sémantique a son importance dans toutes les violences. Pour un viol, on n'est pas violé, on ne s'est pas fait violer, on subit un viol, on supporte un viol. Et ça, c'est très important parce que notamment dans le cas des viols conjugaux, c'est déjà difficile d'appréhender qu'on subit ça parce qu'on ne connaît pas. Quand on est marié, on doit assumer son devoir conjugal. Donc souvent, les victimes, elles ne réalisent pas que ça, c'est un viol et que ce n'est pas normal. Et donc après, le mot est très important.
on s'est pas fait violer, on a subi un viol ou autre. Donc la sémantique très très importante. La sémantique est bien entendu très importante. On ne cessera de le répéter. D'ailleurs, Jean-Marc Benkemoun, psychiatre des hôpitaux, pédopsychiatre et médecin légiste, nous parle de ce terme victime. Écoutons-le. Je ne suis pas un modérateur, et je suis plutôt d'ailleurs à l'inverse, sans compter qu'en plus, c'est quand même un sujet compliqué à traiter, les termes abordés, tout ce qu'on a pu entendre des personnes ayant subi. Et je vous rappelle que le mot de survivant est important, Arnaud l'emploie, c'est la traduction du mot anglais survival, parce que effectivement les anglo-saxons nous ont ramené ce mot pour expliquer la violence de ce que subissent les gens. Quand nous on parle de victime, et je vous rappelle que la définition de victime, c'est être une offrande. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on considère que les victimes sont des offrandes, alors que dans les pays anglo-saxons, on considère que les personnes qui ont subi sont des survivants. Et comme ça, il y en a des tonnes. Pour terminer, Christelle Durel nous parle de l'appellation sans suite. Le sans suite, ouais, alors ça c'est fascinant. Le classement sans suite, il faut changer ça au niveau de la société. Ça ne veut pas dire que les faits ne sont pas arrivés. Ça veut dire qu'une enquête c'est très difficile à mener et qu'il n'y a pas assez de preuves pour pouvoir démontrer en justice que les faits sont les faits. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé. Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'éléments. Ça c'est très important. Parce que sinon la victime après elle pense que elle est pas crue encore. La société voit simplement qu'il y a sans suite, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victime est une menteuse. Faire très attention à la sémantique. Il faudrait trouver un autre terme que classer sans suite, ça c'est évident. Sophie Ettori, psychologue, nous parle de l'importance de l'explication des décisions de justice aux personnes que l'on accompagne pour éviter le surtraumatisme. Écoutons-la. Oui, donc je suis Sophie Ettori, je suis psychologue et responsable de la Maison des Adolescents Sud-Corse. Parce que au niveau du recueil de la parole, au niveau du repérage, c'est pas tout le temps nous, mais il arrive souvent que ça soit le psychologue qui soit en bonne place pour repérer une situation de violence récente ou ancienne. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est que moi je communique à toutes les étapes en fait de la prise en charge quand il y a eu des violences sexuelles. Donc nous, en tant que professionnels de santé, on est dans l'obligation légale de signaler. C'est dans le cadre pour protéger la victime. Donc moi, j'essaye d'y mettre énormément de pédagogie, d'expliquer à toutes les étapes, d'être transparente sur ces... d'être transparente... sur ces moments difficiles, d'expliquer ce qui les attend en fait. Là, on va faire ci, on va faire ça, comment ça va se passer, parce que très souvent, que ça soit les victimes ou les parents des victimes, c'est la panique. On se demande ce qui va se passer ensuite. Est-ce que je vais être auditionnée? Est-ce que je vais pas être auditionnée? Est-ce que mes parents vont être là? Est-ce que qui va savoir, qui va pas savoir? Et en fait, on essaye tout doucement de jalonner ces étapes pour pas que ça soit justement un surtraumatisme. Le traumatisme, en fait, il y a deux composantes au traumatisme. Il y a le trauma lui-même et il y a la non-reconnaissance et on va dire les gens qui lâchent autour, en fait. Et il y a des fois des gens qui vont vous dire le fait de ne pas avoir été reconnu, le fait de ne pas avoir été aidé et soutenu dans la deuxième partie de la révélation, en fait, ça m'a encore plus traumatisé que d'avoir été violée. La déposition. Voilà. Alors ça, je trouve que c'est très important et c'est notre rôle, nous, en tant que pro, que d'alléger le plus possible, de rendre ça le moins barbare possible, parce que c'est pas facile, c'est des moments très durs. Mais avec beaucoup de pédagogie et de douceur, d'accompagner ces moments-là, en leur disant ce qui les attend, en étant honnête et en accompagnant toutes les étapes. Essayons de comprendre ce qu'est un classement sans suite avec l'adjudant Chariot de la Maison de protection des familles de Corse du Sud. Je suis l'adjudant-chef Chariot et je commande la Maison de protection des familles de Corse du Sud.
Alors, le problème du classement sans suite, c'est que quand on a une infraction qui est insuffisamment caractérisée, si on la revoit devant une juridiction de jugement, l'avocat de la défense utilisera les éléments matériels qui ne seront pas suffisants pour créer le doute et donc ne pas avoir de condamnation ou une condamnation plus légère que ce qu'il aurait dû y avoir. La loi pénale admet qu'il faut 3 éléments pour qu'une infraction soit constituée. C'est l'élément légal, le texte de loi qui peut prévoir qu'il y ait une infraction, l'élément matériel qui correspond à la définition proprement dite de l'infraction, et l'élément moral qui est la volonté ou non de l'auteur de commettre cette infraction. L'élément matériel est ce qui pose le plus de problèmes à démontrer, puisqu'il faut des preuves pour pouvoir établir que oui, nous avons tous les éléments matériels qui constituent cette infraction, et donc pouvoir faire accéder un auteur à une juridiction de jugement pour qu'il réponde de ses actes. Alors la journée est super intéressante par les échanges qu'il peut y avoir avec les professionnels, même si j'avoue que beaucoup des professionnels qui étaient présents dans la salle sont déjà mes partenaires au quotidien depuis la création de la MPF, parce que c'est vrai que sur la micro-région de l'extrême sud, on a réussi à nouer des liens très forts pour la protection des mineurs et notamment sur les atteintes sexuelles. Je voulais faire passer 2-3 messages, je pense qu'ils sont passés, entendus et compris, même si c'est des choses que j'ai déjà dites précédemment. On parle de classement sans suite, mais quelles sont les peines encourues? Sandrine Delattre, adjudant-chef de la Maison de protection des familles de Haute-Corse, nous en parle. Alors, en termes d'inceste, c'est un crime, donc c'est la prison. Les procédures vont très vite en Haute-Corse. Dès l'instant qu'on entend quelqu'un, on rend compte au magistrat et l'enquête ne traîne pas. Ce sont vraiment des enquêtes prioritaires. Toute la difficulté qu'on peut rencontrer dans les enquêtes, eh bien, c'est l'apport d'éléments de preuve. Voilà, quand les faits sont passés depuis longtemps, on n'a pas toujours des éléments de preuve. Maintenant, quand on trouve des témoignages, voilà, pour avoir tous les éléments de preuve, c'est notre travail à nous. Au passage, il faut savoir que les victimes, sans passer par chez nous, peuvent très bien se rendre à l'UMJ à Bastia, unité médico-judiciaire. C'est-à-dire que si elles sont victimes, elles peuvent aller voir un médecin spécialiste à l'UMJ à Bastia qui va établir un certificat médical et qui va être gardé, ce certificat médical. Comme ça, si la victime décide dans quelques années de venir faire une déclaration à la police ou à la gendarmerie, elle pourra récupérer tous ces certificats médicaux qu'elle aura laissés à l'unité médicale judiciaire de Bastia. Oui, l'UMJ, c'est que à Bastia. C'est-à-dire qu'un certificat médical de son médecin généraliste aura moins de valeur. Nous, pour toute procédure, la victime est obligée de passer par l'UMJ puisque les médecins sont habilités à définir l'ITT, l'incapacité temporaire de travail qui n'a rien à voir avec le travail, mais qui qualifie la gravité des blessures. Et ça, c'est très important dans les procédures. Donc, on peut aller à l'UMJ sans passer par la police ou la gendarmerie. Au moins, on voit un médecin et on sait que ça va être gardé comme preuve au cas où, s'il y a besoin. Les éléments de preuve sont parfois durs à trouver parce que ce sont des violences à huis clos, mais également parce que la victime n'a pas conscience de tout ce qu'elle a pu subir. Malgré les questions des gendarmes formés, on ne peut pas, en 4 heures, en une journée d'audition, trouver toutes les violences qui ont eu lieu pendant des années. En fait, toutes ces violences, on peut s'en rendre compte après plusieurs années de suivi par un professionnel, et puis en allant à des formations, en assistant à des conférences sur les violences, pour vraiment détecter toute forme de violence. Donc quand la décision judiciaire est prise, alors il n'y a pas beaucoup de choix au final. Soit les faits sont avérés très graves, et puis là c'est la prison directement à Borgo, on peut avoir une comparution immédiate, on peut avoir d'autres formes de comparution qui vont avoir lieu plusieurs temps après, devant un juge pour rappeler la loi. Et on peut également avoir ce qu'on appelle le classement sans suite, ce fameux classement 21, qui malheureusement est souvent mal pris par la victime. Alors ce classement 21, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de fait. Ça veut dire qu'on vous a cru, on vous a écouté. De toute manière, toutes les victimes qui viennent à nous, on les croit, on les écoute. C'est notre travail. On a confiance. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait une confiance partagée pour que l'audition se fasse dans de meilleures dispositions. Après, il arrive qu'on n'ait pas suffisamment des éléments de preuve. Et si on n'arrive pas à avoir suffisamment d'éléments de preuve, eh bien là, ça va conduire à un classement 21. Mais la victime ne sera pas venue pour rien, parce que la procédure, elle est gardée. Elle est gardée par le magistrat, par nous aussi. Et si jamais elle revient plusieurs temps plus tard, eh bien, on va
avec la nouvelle procédure, joindre l'ancienne procédure pour dire, eh bien voilà, il y a 2 ans, elle était déjà venue pour nous raconter tout ça et ça avait fini par un classement 21 parce qu'on n'a pas eu assez d'éléments de preuve. C'est le propre des violences intrafamiliales ou de l'inceste, c'est que ça se passe en huis clos. Ça se passe en huis clos, c'est fermé. Donc, c'est des enquêtes qui sont très compliquées, mais pour autant, il y a beaucoup d'enquêtes où on a des éléments de preuve et où l'auteur est jugé. On rappelle quand même que le classement sans suite, c'est un Français-Française sur 10 qui a été victime d'inceste en France, ce qui représente près de 7 millions de personnes. Sur ces 7 millions de personnes, 4% portent plainte, soit 2 800 000 personnes. Et sur ces quasi 3 millions de plaintes, 70% sont classées sans suite, soit seulement 800 000 plaintes ne le sont pas. Il reste donc 6 200 000 potentielles plaintes, soit des incesteurs qui resteraient impunis. Alors on peut tourner autour du pot et rejeter la faute sur les uns et les autres. En attendant, 160 000 enfants chaque année sont incestés, c'est-à-dire agressés, sodomisés, pénétrés et blessés, humiliés. Est-ce encore le problème des autres ? L'inceste, s'il est tabou de le dire, il est donc certainement pas tabou de le faire. Nouvel extrait de la restitution avec Jean-Marc Benkemoun. Et comme nous l'a dit Arnaud, les professionnels souvent épuisés, impuissants du fait des injonctions paradoxales des instances, de faire, mais sans moyens, voire de ne pas faire. Alors pour te répondre, Pascal, moi je pense que la France ne protège pas ses enfants. La présomption de protection passe bien après la présomption d'innocence. Alors que ça devrait être une obligation de protéger. Arnaud, tu parlais de consentir à l'âge de 15 ans, que ça avait été une avancée terrible. Ça n'a pas été une avancée, ça a été une bataille terrible. Ça nous a pris des années et des années. Et même 15 ans, vous imaginez que les neuropsychologues nous disent que le cerveau humain ne peut pas consentir avant l'âge de 25 ans. Vous allez dans un magasin de meubles, vous allez acheter un meuble, je vous rappelle que la loi Scribner vous donne 15 jours ou 10 jours pour vous dédire. En cas de viol, on n'a pas ça. Et en plus, cet âge de 15 ans, il a été décidé contre l'avis de la première dame de France, contre l'avis de Madame Macron. C'est important de le dire et de le rappeler, parce que ça veut dire effectivement que nos instances n'y sont pas. Je rappelle d'ailleurs que l'inceste est permis en France après l'âge de 18 ans. Ça veut dire qu'après l'âge de 18 ans, on peut se marier avec sa fille ou avec son fils, on peut avoir des rapports sexuels, etc. Et si ça, c'est pas une injonction paradoxale, ça veut dire que tant que tu es mineur, tu peux pas, mais dès que tu as dépassé la minorité, tu peux. Donc l'inceste, contrairement à ce qu'on pense, est permis en France, et on retrouve d'ailleurs ces injonctions paradoxales dans la bouche même du président. Je voulais mettre un petit peu de bémol, je modère tes propos sur le fait qu'effectivement, le président Macron a tenu des mots effectivement puissants, mais sur le terrain n'en a pas eu les retombées. Voilà, donc j'en veux pour preuve ici d'ailleurs l'absence de certaines agences territoriales et gouvernementales qui traduit à mon sens un manque d'engagement total et un engagement total dans les injonctions paradoxales, dans le laisser pour compte un peu les survivants et les aidants, parce que la volonté de protection de l'enfant n'est pas réellement dans leur ADN. Je rappelle d'ailleurs que le familialisme est dans l'ADN de l'aide sociale à l'enfance. La loi, l'article 375, la loi qui détermine la protection de l'enfance et qui détermine le fait qu'on va donner au président du conseil départemental et donc ici au président de la collectivité territoriale la protection de l'enfance, passe en fait par le familialisme. Or, 80% des agressions se passent dans les familles. Donc ça veut dire que, vraisemblablement, il va falloir changer cet ADN de la protection de l'enfance et de l'ASE. Enfin, la protection de l'enfance, c'est l'affaire de tous, on l'a dit ici, c'est pas l'affaire que de nous, c'est l'affaire de tous. Et je rappelle que c'est d'abord l'affaire des parents. La définition de la parentalité est définie. C'est-à-dire que
On est tellement démunis qu'il faut qu'on ait des définitions, c'est défini dans les codes, hein. Et la première définition de la parentalité, c'est la protection de leurs enfants. C'est-à-dire que le premier rôle des parents, c'est de protéger les enfants. Ça veut dire que les parents agresseurs ne sont pas protecteurs, et donc ils devraient être déchus de leurs droits, alors qu'actuellement, le plus souvent, ils obtiennent paradoxalement la garde. Donc la protection de l'enfance, c'est l'affaire de tous, les parents. La société en cercle concentrique, le voisinage, la cité, l'école, qui garantit les liens d'attachement de l'enfant, hein, dont on sait la nécessité pour qu'il se construise positivement. Ça veut dire que c'est l'affaire de tous. Dans le livre La culture de l'inceste, Sokna Fall nous dit « Dans ce contexte, la notion d'innocence insuffle l'idée que la justice interviendrait autant pour des raisons morales que pénales. Il n'est plus question de savoir si une enfant ou un enfant a bien subi ces gestes-là de cette personne-là, mais si, comme dans les contes moraux du siècle passé, l'enfant est ou non coupable de mensonges. » Sokna Fall nous dit aussi « Notre société préfère la solution à la compréhension. Nous savons tous et toutes que des enfants sont maltraités, violés dans leur famille et que le cerveau infantile se construit et s'adapte aux expériences précoces. Pourtant, nous regardons les enfants perturbés et les patientes en crise comme si les troubles étaient sans lien avec leur vécu. Dans les hôpitaux psychiatriques, les CMP, on reçoit les personnes en dressant l'amnèse de leurs symptômes et en retraçant leur parcours de vie, et ensuite, on laisse ces informations de côté. Le message envoyé aux victimes reste le même. Vous êtes le problème. On ne vous a pas créé de problème. Ou encore, ne cherchez pas à vous comprendre et surtout n'accusez personne de vos malheurs. Ce discours est parfaitement efficace pour que rien ne change et que les auteurs ou autrices de violences continuent de perpétuer leurs crimes en toute impunité. Il y a un élément que nous n'avons pas encore pris en compte, il s'agit de l'amnésie traumatique, partielle ou totale, causée par un traumatisme. On en parle avec Sandrine Delattre. L'inceste, c'est de l'ordre du traumatisme. Pareil pour les violences conjugales, hein. C'est vraiment de l'ordre d'un traumatisme. Quand on pense traumatisme, il faut tout de suite penser traumatisme, le Bataclan, la guerre du Vietnam, voilà la guerre. Un traumatisme, c'est quoi? Ça veut dire que je vis dans un environnement qui n'est pas sécurisant et qu'à n'importe quel moment, la bombe peut exploser. Donc je suis toujours sur le qui-vive, en train d'attendre. Je me couche dans ma chambre, je ne sais pas si la porte va s'ouvrir ce soir. Je ne sais pas. Donc ça, c'est vraiment le traumatisme. Ça veut dire que pendant plusieurs années, on vit dans un environnement où on est toujours en hypervigilance pour se dire est-ce que ça va arriver ou est-ce que ça ne va pas arriver. Quand vous subissez quelque chose de violent, une agression, l'inceste ou autre chose, eh bien, pour supporter l'insupportable, il y a un phénomène qui va se mettre en place vis-à-vis du cerveau. Donc, il va commencer par ce qu'on appelle l'état de sidération. C'est-à-dire que je suis tellement surpris par ce qui se passe que mes muscles vont se figer. Je ne suis pas capable de fuir. Donc, je suis figé sur place. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et mon cerveau va se déconnecter jusqu'à être dissocié. En fait, c'est une forme de protection du cerveau. C'est-à-dire que si je reçois un stress très violent et que je ne peux pas m'enfuir, eh bien, c'est simple, je meurs d'une crise cardiaque. Je vous fais un résumé en 3 secondes, parce que sinon, il faudrait plusieurs heures pour expliquer tout ça. Donc, pour pas mourir, le cerveau se dissocie, le disjoncteur se déclenche. Et je me dissocie. C'est ce qu'on va retrouver chez les victimes de viol, souvent, où elles vont raconter qu'elles se voyaient. C'est comme si elles étaient sorties de leur corps. Donc, à ce moment-là, eh bien, la personne ne ressent plus rien. Et puis, tout ce qui va se passer va s'inscrire dans le cerveau reptilien de l'arrière, le cerveau des émotions. Donc, on n'enregistre que des émotions, c'est-à-dire ça peut être des couleurs, des odeurs, des sensations. Mais on n'est pas en capacité, comme le cerveau est déconnecté, d'enregistrer tout dans notre disque dur qui est le cortex préfrontal, c'est-à-dire le lieu, le moment, l'heure exactement, comment ça s'est passé. Donc, quand on recueille la parole d'une victime d'inceste ou de violence intrafamiliale, eh bien, on a toujours du mal à avoir tous ces éléments parce qu'au moment où ça s'est passé, elle était en état de dissociation et ça ne s'est pas enregistré au bon endroit. Ça ne s'est pas enregistré au bon endroit
ça crée un traumatisme qui va faire que à un moment donné, eh bien, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années après, on ne sait pas pourquoi, je vais sentir une odeur, quelqu'un va dire une phrase, va sortir un mouchoir, ou voilà, et puis d'un seul coup, je vais avoir un flash et je vais revivre ce qui s'est passé. Et le traumatisme, c'est vraiment ça, c'est de revivre sans arrêt ce qui s'est passé. Le traumatisme, c'est quelque chose qu'on n'a pas digéré. C'est complètement différent d'un deuil, où le deuil, on va pleurer les premiers mois, les premières années, parce que, par exemple, notre grand-mère est décédée. Mais normalement, logiquement, voilà, au bout de 6 mois, 1 an peut-être, on va avoir fait le deuil, puisque c'était la logique des choses. Donc on va pouvoir penser à notre grand-mère sans revivre le traumatisme de sa mort. On va revivre les bons moments qu'on a vécus avec elle. On ne va pas pleurer à chaque fois qu'on va parler d'elle. Le traumatisme, c'est complètement différent. C'est-à-dire que quand je me remémore cette situation de manière volontaire ou involontaire, parce que quelque chose va me le rappeler, eh bien, je vais revivre cet événement. Donc je vais être très mal. Et quand je suis traumatisée, j'ai beaucoup de mal à avancer dans la vie. On va le voir chez beaucoup de victimes d'inceste. Une grande partie d'entre elles vont avoir des parcours très chaotiques après dans leur vie, vont être instables, vont avoir du mal à trouver un métier, avoir une vie normale, entre guillemets. Pour les adolescents, c'est l'inceste, donc ce traumatisme, c'est une grande souffrance. Comment est-ce qu'on fait pour masquer une grande souffrance ? Eh bien, on va s'en créer une autre. C'est-à-dire que l'adolescent peut se diriger vers des conduites addictives. Il peut aller vers la scarification, il peut prendre des stupéfiants, il peut avoir des conduites très dangereuses pour lui, il peut consommer beaucoup d'alcool. En fait, c'est un petit peu le principe. Si j'ai mal au pied, je me cogne la tête et j'oublie que j'ai mal au pied. Donc finalement, pour cacher ce traumatisme, je vais me mettre une autre souffrance, une souffrance pour cacher une autre souffrance. Mais j'en suis pas spécialement conscient. Donc c'est des comportements qui peuvent des fois permettre, nous aider à déceler des personnes qui seraient victimes d'inceste. De même que le fait de faire pipi au lit très tard dans sa vie, jusqu'à 10-11 ans, voire plus, ça peut également refléter de l'inceste au sein de la famille. Pour en savoir plus sur l'amnésie traumatique, je vous renvoie vers les travaux de Muriel Salmona. Muriel Salmona, qui parle également de la prescription dans certains de ses articles. Alors, qu'est-ce que la prescription, Sandrine ? Pour l'inceste, on a prescription jusqu'à 30 ans après la majorité, donc à 18 ans. Ça veut dire que jusqu'à 48 ans, il n'y a pas prescription. On a des victimes qui ont 40 ans, qui viennent raconter des choses qu'elles ont subies pendant leur enfance. Et c'est bien sûr, c'est pris en compte par la loi. Il y a prescription, car il peut y avoir amnésie traumatique. Arnaud Gallet le raconte dans son livre Témoignage « J'étais un enfant ». Il peut y avoir également beaucoup de culpabilité de la part de l'incesté, et donc donner cette impression de non-légitimité à dénoncer des faits, ou bien la peur encore. Lorsqu'il y a suspicion, il doit y avoir un signalement. S'il n'est pas tout à fait clair dans la loi et pour les professionnels que le signalement est obligatoire par la loi, il y a ne serait-ce que l'obligation d'assistance à personne en danger. Même si la protection devrait être plus de l'ordre de l'inné que de l'obligation, on s'entend. Et alors ce signalement doit être fait à la CRIP. Mais alors, qu'est-ce que la CRIP ? C'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Tout enfant dont on pense qu'il peut être victime, on reçoit une information dans notre service et on la qualifie ou non d'information préoccupante ou on transmet au parquet pour signalement. Donc c'est uniquement pour les personnes mineures ? Oui. Et c'est quoi, vous faites des enquêtes ? Alors non, on reçoit des informations qui peuvent nous arriver de particuliers, d'institutions, de un peu tout le monde, ou par appel, ou par personnes qui se présentent directement à notre service. Donc on fait ce qu'on appelle une analyse de premier niveau. Donc on vérifie si c'est un enfant qui est déjà connu par nos services, ou si la famille bénéficie d'un suivi social, et on essaye de vérifier à minima les informations. Et on déclenche ou non une évaluation. Pourquoi c'est important pour la CRIP d'être là pour ces caravanes ? C'est important de se tenir informé de tout ce qui se déroule sur le département et d'être acteur de ce qui s'y passe. Ok.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Parce que là, on arrive bientôt au terme en plus. C'est très enrichissant. Ça nous a permis aussi de renouer des contacts avec des gens qu'on voyait peut-être moins, et puis de se créer de nouveaux contacts, dont vous. Les numéros de la CRIP sont dans la description. Jean-Marc Benkemoun nous disait que tout professionnel qui reçoit des enfants devrait, lors de la première rencontre, savoir si oui ou non l'enfant est en danger. Cela par le biais de la méthode NICHD, protocole également utilisé pour l'audition d'un mineur. On écoute Sandrine Delattre. Alors, en principe, un mineur doit être entendu avec l'autorisation des parents. Maintenant, si ce sont les parents qui sont mis en cause, les parents ne seront pas au courant. Donc ça arrive également de temps en temps dans nos enquêtes. Donc le magistrat décide de désigner un administrateur ad hoc et puis l'enfant est accompagné par une autre personne, bien sûr à l'insu des parents si c'est le ou les parents qui sont mis en cause. Donc on reçoit à la maison de protection des familles des enfants victimes d'inceste, des adultes victimes d'inceste dans leur jeunesse. Donc soit directement à la maison de protection des familles parce qu'on a un salon qui est vraiment très apaisant pour toutes les personnes, ou bien alors, comme le prévoit le protocole, suivant l'âge, dans une salle spécialement prévue pour auditionner les mineurs. Donc ce sont des auditions filmées. Donc l'enfant sait qu'il est filmé, on lui explique. Les gendarmes sont spécialement formés, donc c'est un protocole NICHD, c'est un protocole canadien, car ils sont très en avance sur nous sur beaucoup de choses, également en termes de prévention. Et donc, il y a 2 gendarmes. Donc, un gendarme avec l'enfant, les caméras, une mise en confiance, et un gendarme qui écoute derrière une vitre teintée pour être sûr qu'il n'y a pas des questions qui ont été oubliées pour éviter d'avoir à recevoir l'enfant une deuxième fois. Le protocole NICHD, National Institute of Child Health and Human Development, est une technique d'audition qui a pour vocation de recueillir le témoignage des enfants, témoins et victimes dans les meilleures conditions. Initialement conçu pour l'audition des mineurs de 4 à 12 ans, victimes de violences sexuelles, il est également adapté pour les témoins mineurs et adolescents ou adolescentes. Les grands principes de ce protocole sont la non-suggestibilité et l'adaptation des questions aux capacités de l'enfant, dans le but d'obtenir un récit le plus riche et le plus fiable possible. Pour terminer, Sandrine l'a abordé, parlons des auteurs. Je voudrais vous lire un passage du livre Le berceau des dominations. Si les hommes qui violent et ou incestent ont toujours l'impression qu'ils ne forcent personne et que leurs partenaires ont toutes et tous été consentants, c'est aussi parce que les différentes manières dont ils ont obtenu un rapport sexuel n'ont jamais ressemblé, même de loin, à la situation idéale typique du viol. Ils ne se sont pas postés au coin d'un bois en guettant une jeune inconnue à attraper. Vous n'avez pas pris le nom de cette jeune femme au sérieux. Vous n'avez jamais pensé que cette petite aventure était un viol. Pour terminer cette partie, je dirais tolérance zéro, comme dans ce livre, pour tout type de violence. Pour la violence psychologique et la violence physique, si tu n'as pas ravalé l'insulte que tu as balancée à la gueule de ton copain, qui t'avait énervé, ou contredit l'insulte que tu as reçue de ton copain que tu n'as pas attendu parce qu'il était en retard, tu rends admissible l'insulte. Tu t'exposes à ne plus réagir s'il t'arrive par la suite de te faire encore salement traiter. Le cycle des violences, schéma d'intelligibilité du phénomène de la violence conjugale décrit par les féministes, se joue bien en amont de la relation dysfonctionnelle entre conjoints. Le tabou de la violence conjugale s'explique par la gêne généralisée à dénoncer quelque chose qu'on s'est tous habitués à taire et dont la révélation est empêchée par le poids successif des 1001 expériences antérieures de silence. Ajoutez à cela la naturalisation des violences sexuelles et sexistes, pensées comme pulsionnelles, ce qui joue en faveur de l'absence de volonté politique d'éradiquer le viol. Et on voit mal comment les filles de toutes les autres personnes violées réaliseraient qu'elles vivent un viol. Je vous retrouve dans une deuxième partie pour parler plus amplement des caravanes en Corse.